Dans le tumulte de ce qu'on vit, on s'est rarement arrêté pour se dire « My God, comment qu'on a fait? » Fait que je me pose pas souvent la question « Comment j'ai pu me rendre là? » On dirait que je suis tout le temps il y a tout le temps de quoi régler. Fait que je suis souvent dans le moment présent en train d'essayer de trouver des solutions. Quand tu es là, il faut que tu prennes soin des autres le plus que tu peux. Tu es fatigué comme personne proche aidante, comme parent, mais tu te dois d'être fort et solide pour tes autres enfants qui restent, qu'eux, on veut pas qu'il y ait d'impact de ça plus tard. Tu vis tout ça, tu t'y attends pas, puis comme maman, comme être humain, t'es dans l'instant présent avec ton enfant, puis t'es à la recherche de solutions, puis t'espères que ça va se régler, puis que c'est juste un mauvais passage, si on veut, que tout va redevenir normal. C'est Marina Orsini qui vous dit bonjour et je vous souhaite la bienvenue au Balado des proches aidants, épisode 6, consacré aujourd'hui aux maladies rares. Et vous le savez, toutes ces merveilleuses histoires qui résonnent sont rendues possibles grâce à l'appui des proches aidants qui souhaitent accompagner, guider, outiller les proches aidants de partout au Québec dans leur réalité parfois très exigeante au quotidien. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec des parents d'enfants vivant avec une maladie rare. Ça veut dire une personne sur 2000. Évidemment, c'est un parcours semé d'épreuves et de questionnements. Alors, comment accompagner au mieux notre enfant? Comment composer avec notre rôle de proche aidant quand on est une maman et un papa? J'accueillerai le comédien Jean-Nicolas Véraud qui vit au quotidien avec la maladie de Nager, avec l'autisme, le TDAH, troubles d'anxiété généralisée, dyslexie, surdité et également le syndrome de Gilles de la Tourette. Marilyn Picard, femme politique et maman de Dylan, qui a 11 ans, lourdement handicapée et qui vit, elle, avec un syndrome génétique extrêmement rare, la microdélétion IQ43Q44. C'est un code. Et aussi Laure Varidel, maman de Alphée, qui a 18 ans, atteinte du syndrome Smith-Lemli-Opitz. Bienvenue à tous au Balado des proches aidants. Autour du comédien, puis oui, mon ami Jean-Nicolas Véraud, de se joindre à la discussion aujourd'hui. On a tourné ensemble, nous, dans 2 saisons. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Hein? Je suis contente que tu sois là. Ben, moi aussi, je suis content. Ouais, t'es vraiment fin de faire ça avec nous. Là. Ça me fait plaisir. On s'est connus il y a longtemps, Oui. mais on s'est vraiment connus dans le cadre des 2 premières saisons de la série quotidienne 30 vies. Ça remonte à pas loin de 10 ans. Hein? 10 ans. Je pense. Des fois, j'ai ça quand on jase de ça. Oui, je le sais, mais ça fait un bout. Là, chose, hein? Tu jouais mon conjoint. On dirait qu'on vit de 10 ans en 10 ans. Oui, je jouais ton conjoint. Oui, on était des amoureux, on avait des enfants, on avait des belles affaires à faire ensemble. Toi, tu es le papa de 3 filles, donc Mia, Marie-Simone et Romy. Oui. Tu es avec la belle Janie depuis 20 ans, sa maman, que je connais aussi depuis longtemps. Et tes 3 filles ont... des besoins particuliers, on peut le dire. C'est bon, ça, des besoins particuliers. Raconte-nous un peu. Oui. Ben, la plus vieille, Mia, qui a 18 ans, qui est autiste de haut fonctionnement. Ça veut dire que quelqu'un la croise dans la rue pendant 10 minutes pour jaser avec. D'abord, elle s'exprime très, très bien. Elle a toujours énormément de vocabulaire. Elle est magnifique. Ça paraît pas. Elle est allumée. Elle se dit, bon... ça paraît pas, exactement. Les gens s'en rendent pas compte. Fait qu'elle est autiste de haut fonctionnement. Ce que ça fait, c'est que... écoute, ça fait qu'au niveau psychosocial, puis au niveau de son quotidien, c'est très, très, très compliqué. Pour elle, c'est très difficile de fonctionner en société. Ça crée énormément d'anxiété. Donc, les amitiés, l'autonomie. L'autonomie, l'école, ça a été épouvantable. Marie-Simone, qui a 11 ans, elle a fait de la douance, puis elle a fait de la tourette aussi. Donc, douance, elle est très douée. C'est un génie, là. Ben, c'est-à-dire qu'elle fait la douance, ça va très, très vite dans son cerveau. Ouais. Elle est très intelligente, très brillante, mais on appelle ça le split, c'est-à-dire qu'elle fait de la dyscalculie, la dysorthographie. Okay. Donc, ça crée beaucoup de problèmes aussi. Ça fait que des fois, ça va trop vite dans sa tête par rapport... L'exemple que je donne tout le temps, c'est comme si elle avait un body de Formule 1, mais elle n'est pas capable de la conduire encore. Okay. Tu comprends? Fait qu'elle prend le champ souvent. Okay. Fait qu'elle prend des courbes puis elle se plante régulièrement. Okay. Mais fait que oui, puis elle avait la tourette, donc beaucoup d'opposition, beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété elle aussi. Donc c'est très, très compliqué avec Marie-Simone. Puis Romy,
Elle est venue au monde avec un syndrome qui s'appelle le syndrome de Nager, qui lui confère des malformations crânio-faciales, et aux avant-bras aussi, ainsi que la surdité. Donc, elle porte la différence physiquement. Et ce que ça a fait dans le cas de Romy, c'est que, bon, aujourd'hui, on est rendu à des étapes différentes. On est rendu à des étapes de confronter les amis, des étapes d'acceptation. On a encore beaucoup quelques chirurgies à venir. Oui. Ouais. Mais elle aura d'autres chirurgies. Elle a eu des chirurgies. Oui, là, en ce moment, elle a quelque chose par rapport à ses dents. Éventuellement, elle va devoir avoir d'autres chirurgies à une de ses mains, à un de ses pouces de l'autre main aussi. Parce que le syndrome de Nager, c'est un syndrome qui ressemble au syndrome de Treacher-Collins. Ça, on connaît Jérémy Gabriel, entre autres. Oui, Jérémy Gabriel. Treacher-Collins, beaucoup plus commun. On en voit énormément. Syndrome de Nager, très, très rare. La différence, souvent, entre les deux, c'est qu'en plus des malformations crânio-faciales, il y a des problèmes aux avant-bras au niveau du Nager. Peut-être qu'il y en a qui ont... Mais ça fait quoi à l'avant-bras? Ben, elle a un bras plus court qu'un autre. Okay. Elle a aussi elle est venue au monde avec 4 doigts. Donc, elle a eu une chirurgie qui s'appelle une polycisation de l'index pour y faire une préhension, si on veut, pour y faire un pouce. Fait qu'elle a 4 doigts d'un côté, elle a un bras un petit peu plus court que l'autre. Elle a un pouce d'un côté qui manque un muscle. Il manque un muscle au niveau du deltoïde ici. Mais Romy étant Romy, elle est très, très forte. Elle a fait de la gym. Elle a été la première à être capable de passer par-dessus la barre avec ses abdos. Elle est forte au niveau des bras quand même. Elle a des muscles. On dirait qu'elle s'entraîne. C'est un peu particulier. Donc, elle a des forces. Oui, chacune, d'ailleurs. Oui, c'est à venir, ces coups-là. Tu es avec Janie depuis 20 ans. Oui. Là, vous autres, c'est pas un enfant avec des besoins particuliers. 3. Les 3 sur 3. Là. Comment on survit à ça? Comment on survit à ça? Bien, ça, c'est une bonne question. Parce qu'on dirait que dans le tumulte de ce qu'on vit, on s'est rarement arrêté pour se dire « My God, comment qu'on a fait? » Fait que je me pose pas souvent la question « Comment j'ai pu me rendre là? » On dirait que je suis tout le temps il y a tout le temps de quoi régler. Fait que je suis souvent dans le moment présent en train d'essayer de trouver des solutions. Fait que tu n'as pas le temps de regarder autour. Là. Toi, tu es tellement... Ouais. Axé sur ta situation. Sur aujourd'hui puis demain, mettons. Du court terme. On est tout le temps dans le moment présent puis dans le court terme. Fait que je suis rarement en train de m'asseoir avec Janie puis en train de prendre un drink, de dire hey, comment qu'on a fait pour se rendre là? On se le dit, on n'a pas trop le temps de se le dire. Mais c'est arrivé qu'on a quand même fait des rétrospectives en se disant coudonc, on est rendu là, puis comment qu'on a pu passer à travers ça. Je pense qu'on a été beaucoup dans l'action. Je pense qu'on est un bon duo qui se complète. Un bon team, une bonne équipe. Je pense qu'on se complète à plein de niveaux. Je pense qu'on se nourrit là-dedans, dans le fait qu'on se complète. Je pense que les deux, on n'a pas abandonné. Je pense que ma blonde, c'est une guerrière. Si je n'avais pas eu une guerrière à côté de moi, peut-être que moi, j'aurais abandonné quelque part. J'aurais peut-être laissé aller des affaires plus. Je pense que ça m'a beaucoup motivé. Je pense aussi qu'on s'est permis d'être ce qu'on est à travers tout ça. C'est-à-dire que ma blonde ne m'a jamais demandé... c'est sûr qu'elle m'a demandé de prendre mes responsabilités. Là. À un moment donné, quand la parade passe, tu ne sautes pas dedans, tu regardes ta famille partir, puis tu envoies la main, puis c'est fini. Là. Mais fait que c'était comme là. À un moment donné, c'est comme là. Tu sais, genre, c'est arrivé que ma blonde me dit « Mais Jean-Nic, c'est pas comme dans le temps, l'acteur qui on n'a pas d'enfant, qui revient à la maison, puis ses états d'âme, puis je te materne un peu, puis je l'avoue, ma blonde m'a un peu materné. Là. J'étais l'acteur qui s'est penché sur ses... oh mon Dieu, j'ai besoin de débriefer ce rôle-là. Là, je sais pas, je suis fatigué. Boy, ça, c'est loin, là. Hein? Oui, ça, c'est loin. Mais tu sais, ma blonde, à un moment donné, m'a fait comprendre, regarde, je vais être encore ta blonde, on va se confier plein d'affaires, mais moi, j'ai plus le temps là, avec les enfants. Va consulter, toi. Va voir un professionnel. Fais tes affaires de ton bord à ce niveau-là. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est prendre conscience de tout ça. Fait que je pense qu'on est un bon team, je pense. Mais ça, ça prend beaucoup d'amour entre deux personnes. Oui. Puis je sais que vous vous aimez. En tout cas, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous avez toujours tellement eu l'air d'être ensemble, tu sais. Puis vous ne l'avez pas perdu. Non. 20 ans, là, c'est un chemin, là. Complètement. C'est un bail, là. Déjà en couple. C'est un bail. Oui, c'est un gros contrat. C'est un gros contrat. Avec des besoins particuliers. Puis pour répondre à ta question, se laisser être ce qu'on est, c'est... Il n'y a jamais eu, nous autres, de... souvent, on se dit ça. Janie, de quoi tu as besoin, là? As-tu besoin d'aller à l'hôtel 2 jours? Vas-y. As-tu besoin de voir tes amis? Vas-y, il n'y a pas de problème. Tu sais, il n'y a pas de non, je veux pas, puis je veux que tu restes. Puis rapidement, Janie, j'ai senti le besoin de non, il faut que tu me laisses avec les enfants. C'est pas vrai que je vais être l'homme
qui, oh mon Dieu, je me ramasse avec les troubles, je ne sais pas quoi faire. Non, non. Puis ça ne sera pas comme toi. Puis ça, on a appris ça aussi. C'est pas comme toi, ça va être comme moi. Oui. Moi, ce que je vais faire, ça ne sera pas la même chose que toi. On a des barèmes de base, on s'entend, là. Il y a des choses auxquelles on tient ensemble. La base, c'est commun, oui, mais il faut que tu t'attendes à, si tu t'en vas 2 jours, que ça se peut qu'ils mangent moins bien que quand toi, t'es là. Moi, je vais faire à manger, mais je suis moins bon que toi. Puis moi, à un moment donné, je vais faire, ça vous tente un craft dinner, gang? OK, go. Tu sais? Fait et vice-versa. Fait que... Puis les chambres seront peut-être pas, les lits seront pas faits quand tu vas revenir le dimanche. Ou, puis Jenny m'a toujours dit aussi, t'as-tu besoin, Jeannick, t'as-tu besoin d'aller partir jouer? Moi, je joue à des board games compliqués, c'est là que je m'évade avec des chums. Oui, les jeux de société. T'as-tu besoin de... Vas-y, organise-toi de quoi en fin de semaine, là? Vas-y, let's go. T'sais. Fait que ça, à ce niveau-là, on s'est toujours permis... Ça, c'est immense quand même. ...d'être ce qu'on est. Puis, mais comme tu dis, il y a le contrat, puis le contrat change. Ça, c'est capoté. Le contrat change. Oui, c'est-à-dire... L'entente entre vous change aussi. En thérapie familiale, moi, j'ai beaucoup appris ça. Oui, mais ça, attends, ça, là, j'adore ça parce que j'ai soufflé depuis tantôt que tu vogues tout ça. C'est formidable. Tu sais, parler des outils. Il faut aller chercher des outils. Il faut aller chercher de l'aide. Ce que j'entends, c'est que dès le départ, tu l'as un peu dit, on a été proactif dès le départ avec notre première fille qui a aujourd'hui 18 ans. Mais encore, donc, vous êtes allé chercher de l'aide. Vous autres, c'était la thérapie familiale. Oui, en partant, c'est la thérapie familiale. Et toi, t'en as fait ton bar, tout ça. Oui. Puis là, tu m'amènes à la thérapie qui t'a appris quoi? C'est ce que tu as à la Ah, la thérapie familiale, c'est extraordinaire parce que d'abord, ça le dit, c'est familial, donc c'est en famille, donc les enfants sont souvent là. Des fois, s'ils ne sont pas là, c'est pas grave, on peut y aller en couple puis jaser de la famille pareil. Mais on passe à travers tout ça. On passe à travers les problèmes de couple, on passe à travers beaucoup ce que les enfants nous imposent. Voilà. Les enfants sont là, les enfants ont le droit de participer, les enfants ont le droit de jaser, ont le droit d'intervenir. Des fois, c'est physiquement qu'on voit leur réaction. Ils ne parlent même pas, puis on comprend que quand on parle de tel sujet, ça provoque quelque chose en eux parce qu'il y a quelque chose qui change, ça devient survolté dans le local. Puis les enfants, même si des fois ça leur tentait pas, ils ne savent pas, mais ça leur a fait du bien souvent à plein de niveaux. Mais ça valide. Ça valide des choses, ça donne droit à la parole, même si toi, ça ne fait pas ton affaire d'entendre ce que tu vas... Je le sais, parce que j'en ai fait, moi aussi. Je sais tellement c'est quoi. C'est pas un tribunal, mais ça sert aussi de... On peut déverser des situations. Moi, cette semaine, quand tu m'as fait telle affaire, je t'ai pas rien dit, mais... Ah oui, tout à fait. Il y a des semaines... ton sac à vidange. Il y a des semaines, t'es le cas. Là. Des semaines, OK, ça va être moi. Là. C'est ça, c'est ton là, procès. On va parler de... Ça arrivait souvent dans notre quotidien que Jenny disait... Regarde, c'est beau, laissons ça en suspens. On va en reparler avec M. Vincent. Oui, c'est ça. Là, tu sais ça, c'est moi qui vais passer au bat avec M. Vincent cette semaine. Je fais des blagues. Non, mais c'est ça, ça fait du bien de passer au bat, on va se le dire. Là. À un moment donné, ça fait du bien. Tout le monde vide. Moi, il appelait ça le sac à vidange. Oui, tout le monde vide son sac à vidange. Exactement. Ouais. Puis tout le monde était considéré de façon égale. La thérapie familiale, pour nous autres, ça a été extraordinaire. Extraordinaire parce que moi, ça a été ça ta clé. Moi, ça m'a permis de dédramatiser des affaires par rapport aux enfants. De m'extraire de l'émotion des fois que je vivais à travers le tumulte de quelque chose. Mais oui, puis, t'es là. T'es dedans. C'est sûr. T'as la face dedans. Des fois, t'es fatigué. Ah oui, parce que toi aussi, t'as ta vie d'homme, d'individu, d'amoureux, de coéquipier à job. Il y a tout ça qui existe aussi, là. Puis des fois, c'est confrontant. Des fois, les enfants... Tu sais, des fois, ma grande, elle me ramène quelque chose que c'est moi. Puis quand c'est moi, c'est encore plus tough. Là, j'ai de la misère. Puis c'est même chercher émotivement. Puis c'est être capable de m'extraire un peu de ça, puis de voir ce qui se passe pour être capable de gérer ça avec calme, puis faire les bonnes affaires. Puis des fois, il n'y a pas grand-chose à faire. À part c'est de laisser être les choses aussi, puis oui, de l'écoute. Et puis c'est un paquet d'affaires. Là, on jase, toi puis moi, ensemble, je ne sais pas pendant combien de temps, mais c'est des années de thérapie familiale, là, pour comprendre que des fois, on parle toujours de nous autres aussi. Puis c'est moi, puis moi, ça me fait de quoi? Puis qu'est-ce que les enfants vont penser que ma fille qui est tourette pendant 1 an, elle crie agile au parc? Ou, tu comprends? C'est tout ça, là. Qu'est-ce que les autres, à un moment donné, là, avec la thérapie, on finit par... Parce qu'on passe pour des parents, des fois, laxistes, on passe pour... parce que souvent, on a le jugement par rapport aux autres. Hein? Ils ne l'ont pas élevé, ils s'en sont pas occupés. Ils ont pas... C'est tout facile, ce jugement. Oui. Il faut avoir les deux pieds dedans. Il faut connaître ce qui se passe dans certaines familles. Fait que moi, il n'y a plus de jugement là, quand je vois des familles, quand je vois des enfants particuliers, compliqués. Je suis pas en train de me dire, les parents, ils font rien, ils laissent aller. Non. Moi, je sais, on s'en occupe en maudit de nos enfants, puis des fois, il y a des situations où on avait honte, là, tu sais. Puis, mais c'est tout ça. En tout cas, c'est... Tu dis « on », ça nous ramène à Janie et à toi. Avez-vous du répit? Est-ce que vous vous permettez du répit? Avez-vous mis en place des façons d'avoir du répit? Y a-t-il des camps, des fins de semaine pour les enfants?
avez-vous mis ça en place? On a réussi à trouver dans notre coin le CLSC qui nous aide financièrement par rapport surtout à Mia à cause de sa condition. On sait qu'au niveau de l'autonomie, c'est pas facile, puis elle va être là longtemps, puis ce que ça apportait comme situation dans notre quotidien. Un certain budget pour nous aider à avoir quelqu'un à la maison. Quelqu'un en particulier, il faut le trouver. Nous, on a fini par le trouver. D'abord. C'est surtout quelqu'un pour nous aider au niveau du temps, au niveau de la gestion des enfants, au niveau du gardiennage. Puis par moment, c'était passer du temps parce que Mia ne pouvait pas être seule à la maison. Donc, c'était aussi, de temps en temps, quand on n'était pas là, c'était d'être avec Mia pour avoir une présence. Parce que graduellement, elle était capable d'être un petit peu plus longtemps à la maison, mais seule, au début, c'était OK, pas plus qu'une demi-heure, après ça, pas plus qu'une heure, après ça, bon. Fait qu'on a réussi à trouver ça. On a eu la chance aussi au niveau du budget puis financièrement, parce que les deux, on travaille quand même beaucoup, de se faire construire une petite maison dans notre cour. Parce que nous, on ne pouvait pas partir à cause de... Une petite maison dans votre cour. Oui. Oui, on l'a vu, ça, en fait. Hein? Oui, une tiny house, télé, une petite maison. Puis ce que ça permet, c'est que ça permet, parce qu'on ne pouvait pas, pendant un certain temps, mais encore aujourd'hui, on ne pouvait pas partir plus que 48 heures. Parce que c'est la panique, l'anxiété, un paquet de choses. Puis on se disait, bien, ça va jamais arriver qu'on parte, toi puis moi, en vacances pendant une semaine. C'est jamais arrivé, là. C'est jamais arrivé? Non. Depuis Mia, depuis 18 ans, Jenny et moi, on n'est jamais partis plus que... Le plus qu'on est parti, c'est 2 nuits. Puis là, on projette de partir prochainement, mais ça va être 2 nuits. Peut-être 3, peut-être qu'on en a ajouté une, mais on est rendu là. Mais donc, on se disait, oui, c'est arrivé moi, c'est pas arrivé de mon côté, par exemple. Je suis arrivé en tournage, mais Jenny, c'est arrivé une fois qu'elle est partie une semaine. J'ai dit, on va-y en vacances, il n'y a pas de problème, vas-y. Elle est partie une semaine en vacances avec une amie. Elle vous a appelé 482 fois. Oui, c'était épouvantable. Après 2 jours, elle s'ennuyait, c'était comme, qu'est-ce qui se passe, puis bon. Fait que la petite maison, ce que ça nous a permis... Sur votre terrain, une seconde petite tiny house. Oui, c'est qu'on se disait, coudonc, on l'a s'en pas va fait... dans le chalet. À soir, je m'en vais dans le chalet. Oui, ou des fois, c'est tout seul. C'est, vas-y, va te reposer, là. Va passer 2 nuits, là. Vas-y. Pas vendredi, reviens dimanche. Mais sur le terrain, la maison, là. Puis tu reviens dans la maison, tu fais des toasts, tu ressors. Tu sais, tu comprends, c'est pas... Mais si toi, tu as besoin, mettons, parce que tu tournes... T'es seul dans le silence, Tu peux passer la journée dans la petite maison, là, puis faire, je vous revois juste au souper. Oui, exactement. Je vais prendre du temps pour moi. On l'a fait ensemble aussi. Oui, les enfants aussi. Ben oui. Les enfants aussi. Ma grande est allée avec une amie. Eux autres aussi ont besoin de répit. Oui. Hein? De se dégager. En plus, vous êtes 5, là. Fait qu'il y en a qui se tapent ses nerfs, on se tape tous ses nerfs là-dedans, Exactement. en plus, normalement dans la vie. Exactement. Fait que d'avoir ce lieu-là, ça a été un beau cadeau dans votre vie. Oui, c'est un beau cadeau. C'est comme on l'appelle notre poumon. Eh oui. C'est comme notre endroit où on peut aller respirer, qui n'est pas trop loin s'il arrive de quoi. On peut revenir. C'est quelque chose de... Puis c'est vraiment un lieu, écoute, sincèrement, là, c'est isolé, on n'entend pas. Même les enfants dehors, tu peux les voir au loin, tu les entends pas. Tu vois juste des bouches, tu n'entends rien. Il y a aussi vous avez participé à la série documentaire La cour est pleine. Oui. Ça aussi, on l'a vu. Moi, j'ai vu des extraits, mais j'ai vu souvent des extraits, puis je me disais, waouh, ça, c'était vraiment en lien avec votre réalité, votre quotidien de famille. Oui. Pourquoi l'avoir fait, puis qu'est-ce que ça vous a apporté? Écoute, c'est une bonne question, ça, parce que moi, au début, je voulais pas le faire. Puis moi, je sais c'est quoi du tournage. Puis du tournage avec des enfants, puis avec mes enfants, puis pour qu'ils soient eux-mêmes, puis ça va être accaparant. Puis c'est devenu relié à de la construction en plus. Fait que ça devenait assez épuisant. Puis fait que ça a pris du temps avant que je dise oui. Puis... Et pourquoi l'avoir dit oui? Bien, j'ai dit oui parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai une blonde très, très, très proactive à côté de moi, puis ça m'a amené dans une espèce de sentier où moi aussi, j'ai commencé à essayer de chercher des solutions. Ma blonde est très dans trouver une solution là. C'est pas demain. Il y a ça là, c'est là. Téléphone, c'est ça. Non, c'est tout de suite. Elle n'est pas assise à regarder le train passer. Non, c'est tout de suite. Il y a un texte de 8 pages à écrire pour avoir une solution, je vais l'écrire là. C'est là. C'est pas... bon. Fait que ça m'a changé dans ma vie. Puis le documentaire, ben je me disais, j'ai tellement croisé de gens démunis, sans outils, qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient en détresse, avec des besoins à plein de niveaux, oui, tout à fait, en détresse de façon incroyable. Oui. J'ai croisé un paquet de gens qui se sentaient seuls, qui pensaient qu'ils vivaient quelque chose, ou qui n'étaient même pas sûrs qu'ils vivaient quelque chose, mais qui avaient un quotidien épouvantable, puis qui ne cherchaient pas de solution à part de se dire ça va pas bien. Je me suis dit, coudonc, si on le fait, puis qu'on arrive à ce que mes enfants oublient la caméra et soient eux-mêmes et qu'on voit notre quotidien et qu'on montre qu'on n'est pas parfait, puis qu'on est en constante recherche de solutions, peut-être que ça va aider du monde. C'est ça.
C'était juste une façon de ça. prendre la parole. Une façon de prendre la parole. Ouais. Puis d'aider. Oui. Puis j'imagine aussi, Jean-Nicolas, qu'en faisant ça, ça t'a aussi permis ou repermis de vous regarder ou de faire une mise à jour positive sur tout le chemin que vous avez parcouru depuis toutes ces années-là. Tout à fait. Puis il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Oui, c'était comme beaucoup de peu de journées de tournage, mais beaucoup d'ouverture rapidement. Donc, beaucoup de... Comme aujourd'hui. Comme beaucoup de jasage sur ce qu'on est, ce qu'on vit. Fait que nous aussi, ça nous a fait avancer. Oui, puis ça fait aussi que tu es un acteur, tu es dans l'œil du public, tu es connu, tu es populaire. Puis ça démontre aussi, en fait, c'est un grand geste de générosité parce que ça fait juste démontrer qu'on est comme tout le monde. Exactement. On vit tous des épreuves. Oui, moi aussi, j'ai un enfant différent. Oui, moi aussi, j'ai passé par là. Puis j'ai craqué. D'ailleurs, en lisant la recherche que tu as faite donc avec Valérie, tu disais que là, toi, tu arrives, c'est comme si tu avais atteint ton maximum dans ta vie. Bien, parce que, tu sais, on parle d'autonomie. Pas mon maximum d'efficacité, mais mon maximum à une couple de niveaux. Bien, c'est ça. Dis-moi les bons mots, mais ça, je trouve ça intéressant qu'on dise, ben moi, là, il est temps que ça change, là, parce que moi, il faudrait que je passe à autre chose aussi, d'une autre forme, en tout cas. Bien, concrètement, là, c'est arrivé de dire à ma blonde, à un moment donné, là, écoute, des semaines et des semaines où je me trouvais là, extraordinaire, patient. Puis une journée un peu moins. Puis là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, moi, j'ai atteint mon maximum. J'ai dit, j'ai vraiment fait beaucoup de chemin au niveau de la patience, de plein de situations. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le bruit. Il y avait toujours du bruit, tout ça. J'ai dit, j'ai fait des pas énormes. Mais je dis, là, je pense que j'ai atteint mon max de ça. J'ai dit, ça voulait dire quoi? Puis elle a réagi comment? Puis ça a donné quoi? Elle a compris. J'ai dit, moi, c'est clair, même si je continue une thérapie tout seul, même si je fais des affaires, j'ai dit, je vais être efficace à plein de niveaux. Il y a des choses que je vais continuer peut-être à m'améliorer, mais il y a des choses que je sais que... Je dis, moi, à un moment donné... C'est ça qui est ça. C'est comme ça. Là, je suis au bout de l'affaire. Je suis au bout de l'affaire. Puis je serai jamais comme toi, Jenny. Je serai jamais capable de des fois, dans une journée, de faire 8 affaires en même temps. Des fois, j'en fais 2, 3. Puis j'ai dit, à un moment donné, tu m'as demandé telle affaire, puis tu as aimé ça que ça soit réglé. Ça se peut que ça prenne 4 jours de plus. Je suis là. Là, je sais que je suis au max de mon disque dur, de tout ce que je suis capable d'emmagasiner. Ouais. Je dis, sinon, tu vas être obligé de me droguer solide. Là. J'ai beau prendre du Concerta des fois, je ne vais pas augmenter ma dose sous prétexte que je vais être plus efficace. Là. Tu comprends? Oui, mais moi, je trouve ça très bon, ce que tu dis, d'avoir la capacité d'avouer ça. D'abord, d'avoir la capacité de faire ce constat-là à soi, parce qu'on veut pas. On veut pas être moins, on veut toujours être plus efficace, plus fonctionnel, encore meilleur que, mais d'être capable, donc, comme père, de dire, OK, moi, on le sait, là, tous les deux, puis vous n'avez rien à vous accuser mutuellement parce que vous avez tellement été ensemble, mais d'être capable d'arriver à un point de dire, ben garde, je vais continuer, mais je pense que j'ai fait mon max là, au niveau de l'évolution, puis de ci, puis de ça. C'est ça. C'est pas que je vais en faire moins, mais je pense pas être capable d'en faire plus que ça. Ça traduit comment, là? Je veux dire, qu'est-ce que ça a fait, ça? Bien, je pense que ça a mis... je pense que ça a installé les barèmes à bonne place, dans la mesure où ma blonde a très bien compris, puis elle a fait « Parfait, il y a des fois, elle est consciente que si elle me demande quelque chose, ça ne sera pas tout de suite. » Puis je pense que tout ça est relié à l'âge aussi, j'ai l'impression. Je pense qu'à 55 ans, je me dis « OK, il m'en reste moins à faire que j'en ai fait. C'est possible que des fois, on respire et qu'on ait du fun. C'est possible que des fois, je parte et ce bout-là ne soit pas ramassé. Ma blonde est en maudit. Puis moi, à ce temps, je suis capable de me dire... Ça y appartient, ça. C'est elle qui est en maudit. Oui, aussi. Là, je ne suis pas en train de dire je me traîne. Là. Moi aussi, je ramasse. Puis il y a un minimum de respect. Mais à un moment donné, c'était rendu obsessif. C'était comme, faut que tout... Non, il n'y a rien qui va être parfait. Puis là, j'ai le goût, des fois, de vivre un petit peu. À un moment donné, j'ai eu du fun avec les enfants, mais qu'on n'a pas fait un petit bout de devoir ou qu'on n'a pas fait... Ou que j'ai pas ramassé telle affaire. Ça se peut qu'on ait ri en mongol pendant 1 heure, mais qu'il y a 3 morceaux de vaisselle qui traînent. Oui, ça, c'est plus important. Fait que c'est ça, tes enfants, ils ont plus 3 ans, 5 ans. Là. Je dis, la plus jeune est 8. C'est ça. 13? 9, 11, 18. Bon, fait que tu sais, quand même, là, c'est... C'est formidable. Écoute, je pense qu'on pourrait parler de ça vraiment longtemps parce que tu en parles tellement... T'en parles avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Oui, mais là, on est là, puis on jase. Là. C'est pas toujours la fun. Ben non, parce que c'est ça. Mais on n'abandonne pas, on continue à chercher.
puis à travailler fort. Puis ils savent ça, les enfants. Ça, c'est important. Ils sont rassurés. Ben oui, c'est qu'ils savent qu'il peut y avoir des moments où la mère pogne dans la maison, c'est bon, puis une claque la porte, puis je fais, tu vas briser la porte, tu fais ça, puis l'autre t'en maudit, puis l'autre part, puis l'autre pleure parce qu'il m'a lancé un bout de glace, puis je t'écœurais, les filles, ça se peut-tu? Alors, je vous ai rendu, je cagnais pas. Là, on se pogne, puis là, il y a une demi-journée que c'est pas le fun dans la maison. Mais ils savent qu'au bout du compte, on est toujours là pour s'occuper d'eux autres parce qu'on a fait 1000 affaires, puis on va continuer à faire 1000 affaires pour s'occuper d'eux autres. Fait qu'il n'y a pas une détresse dans ça. Ils ne s'en vont pas dans la chambre en disant « Mon Dieu, ma vie... » Mais tu te donnes le droit de faire « Wow, c'est assez », puis là, toi, va-t'en dans ta chambre. Puis c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça la vie pour tout le monde, de toute façon. Tout à fait. La perfection, ça n'existe pas. Vous autres, vous avez des défis de plus. Ouais. Mais il reste que vous êtes une famille, puis que t'adores ta famille, puis t'adores être un père. Puis, tu sais, mais c'est ça, on est des êtres humains. En tout cas, moi, en finissant, je te souhaite du répit. Merci. Je te souhaite de partir en République dominicaine une semaine avec ta mère. C'est supposé partir à New York, là, 4 jours. Là. Je te souhaite du calme, de la douceur. Merci. Beaucoup de joie. Puis je sais que tu manques pas de travail, puis ça, on est content parce qu'on aime te voir tout le temps. Puis je te dis un grand merci d'être venu nous rendre visite. Merci. J'ai trop parlé maintenant. Pas en tout. Écoute, non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on a le temps de parler quand on fait ce balado-là, le balado des proches aidants. Puis ça n'a pas de prix. On n'a jamais ce luxe-là nulle part. Fait que c'était nécessaire d'avoir une plateforme comme celle-là pour parler aux gens, puis avoir du temps pour parler. Ouais. Merci. Merci. Beaucoup. Merci à vous autres. Avec nous maintenant, la députée de Soulanges dans l'équipe de la Coalition Avenir Québec, donc de la CAQ, réélue pour une deuxième fois, un deuxième mandat en octobre 2022. Elle est adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Sonia Bélanger. Marilyn Picard, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Ça va très bien. Je suis très contente. On est très touchés que vous ayez pris du temps pour vous déplacer puis venir nous parler dans le cadre de notre balado pour les proches aidants. C'est toujours un plaisir de parler de la proche aidance parce qu'on n'en parle pas assez. Exact. Vous êtes bien placée. On va en parler parce que vous êtes, politicienne, mais vous êtes maman de Dylan qui a aujourd'hui 11 ans. Et Dylan est en fauteuil roulant. Dylan ne parle pas non plus, ne mange pas, donc c'est par gavage qu'elle est nourrie. Et tout ce qui touche, vous dites, aux soins quotidiens nécessite évidemment un entourage. Donc, beaucoup de monde autour d'elle à tous les jours, à votre belle Dylan. Oui, exactement. Ça représente quoi quand on parle? C'est quoi le quotidien? Là? Comment elle va aujourd'hui, premièrement? Puis c'est quoi son quotidien? C'est quoi votre quotidien de famille là, avec Dylan? On a passé par plusieurs étapes. C'est sûr que quand elle était bébé, elle avait vraiment beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de transports ambulanciers parce qu'elle faisait des convulsions. Fait que toute la famille a dû s'adapter à mon absence et l'absence de la petite poupoune qui était toujours à l'hôpital. Donc, là, c'est sûr que sa condition est plus stable maintenant, à 11 ans. On a appris aussi à faire tous ses soins. Elle a passé à travers plein de maladies. Elle s'en est sortie. On est super contents. On veut juste préciser que Dylan, vous avez quand même eu dans cette malchance, la chance d'avoir un diagnostic assez rapidement. Des fois, c'est long avant de trouver ce qui se passe. Elle avait comme 3 semaines, je pense. Oui, exactement. Le premier rendez-vous qu'on a avec le pédiatre là, quand on vient d'accoucher, c'est le pédiatre qui nous a dit il y a quelque chose qui va vraiment pas. Allez directement à Sainte-Justine. Allez même pas à votre maison. Donc là, on est allé à Sainte-Justine à l'urgence. Puis là, c'est là qu'ils nous ont... ils ont gardé ma petite pendant 3 semaines à ce moment-là pour faire des investigations. Ils ont trouvé une microdélétion, un Q43, Q44. Microdélétion. On parle des maladies rares aujourd'hui, là. C'est un code. Il n'y a même pas de nom encore, là. C'est un numéro. Exactement. Il y a tellement pas de cas dans le monde qu'il n'y a pas de nom à cette maladie-là. C'est vraiment un chromosome qui est ciblé. En fait, qui a 2 parties du chromosome qui sont retirées dans son cas, qui font en sorte qu'elle a une déficience profonde. Elle se déplace en fauteuil roulant. En fait, on la déplace en fauteuil roulant. Le gavage, en fait, c'est venu de sa déglutition là, qui fonctionnait plus bien quand elle avait 3 ans, je crois. Ça passe trop vite. Incroyable, 11 ans aujourd'hui. Hein. Oui, on pensait tellement pas qu'elle allait se rendre à 11 ans. Les médecins nous avaient dit, si elle passe l'âge de 3 ans,
elle devrait être bonne pour un petit bout après. Donc, vous étiez comme consciente que votre fille pouvait mourir avant l'âge de 3 oui, ans. oui. Ah oui, on en... Fait que pendant 3 ans, vous viviez, vous portiez ça aussi, là. Oui, vraiment. On était Comment toujours on fait alerte. ça? Comment on réussit à faire ça, Marilyn? On Vous avez un profite conjoint, de le tout. papa est là, Ouais. a toujours été là. Oui, exact. Mais encore, tu sais... On profite de tous les petits moments. Tous les sourires, tous les visages qu'elle nous fait. Elle nous fait des super beaux sourires. Chaque petite chose d'évolution, Ouais. c'est un miracle à chaque jour. Ah oui, mon Dieu, oui. Ouais. Fait qu'on est toujours Ça- aussi, malgré la souffrance, malgré les questionnements, le bouleversement, on est quand même toujours dans la gratitude à chaque jour parce qu'elle est là. Exactement. On profite de sa chaleur, de ses sourires, de ses câlins. On fait juste apprécier chaque jour parce que c'est un de plus qu'on a avec elle. C'est très précieux. C'est une relation vraiment spéciale avec une petite cocotte très spéciale. J'imagine. Puis, tu sais, comme couple, je peux pas m'empêcher de penser au couple. Tu sais, faut être solide. Ça prend, j'imagine, 1000 fois plus d'amour entre deux personnes. Parce que chacun le vit à sa façon. On essaie de le vivre ensemble. C'est complexe, ça aussi, hein? Oui, quand on a su que Dylan était lourdement handicapé, je me rappelle de ce moment-là, on était à Sainte-Justine aux soins intensifs. Puis les médecins nous convoquent, les généticiens, pour nous annoncer le diagnostic de microdélétion, un Q43, Q44. On ne sait pas du tout ce que ça donne, hein? On va voir sur Google. Mais je me rappelle de ce moment-là où mon conjoint et moi, on s'est dit, OK, on affronte ça ensemble, puis let's go. On embarque dans le bateau, là, puis on continue ce chemin-là. Puis depuis ce moment-là qu'on le vit comme ça. On parle du couple, mais moi, souvent, je trouve aussi qu'on parle peut-être pas assez aussi de la fratrie, l'impact sur les frères et sœurs. Donc, parce que vous avez d'autres enfants. Oui. Parlez-nous de Oui. d'eux. Est-ce qu'ils étaient plus vieux ou ils n'étaient pas encore nés? Mon conjoint avait 3 enfants avant qu'on soit ensemble, puis on en a eu 2 ensuite après, ensemble. Donc, la petite cocotte, Dylan, c'est la dernière. Donc, il y avait 4 autres enfants dans la famille à ce moment-là, quand Dylan est né, où quand moi, je m'absentais avec la petite à l'hôpital, c'était vraiment beaucoup d'inquiétude pour eux. Mon petit garçon, je me rappelle, il se levait souvent quand l'ambulance arrivait à 2-3 heures du matin. Il voyait partir sa petite sœur. Il avait 3 ans, 4 ans, il voyait sa petite sœur partir en ambulance tout le temps. Comment il réagissait? À l'école, à la garderie le lendemain. On a toujours pris soin beaucoup des autres enfants dans tout ça parce qu'on s'est dit, c'est sûr que la vie d'un enfant malade, c'est très prenant, mais il faut vraiment beaucoup que les autres n'aient pas d'impact non plus. On jongle avec plusieurs là. éléments. Ouais, exact, parce que tu te sens coupable de ne pas être là, mais en même temps, il faut que quand tu es là, il faut que tu prennes soin des autres le plus que tu peux. Tu es fatigué comme personne proche aidante, comme parent, mais tu te dois d'être fort et solide pour tes autres enfants qui restent, qu'eux, on ne veut pas qu'il y ait d'impact de ça plus tard. Là. Puis je pense que ça m'a fait sourire, parce que je pense que vous avez vraiment réussi. C'est un travail d'équipe. Vous dites, nous autres, chez nous, quand l'ambulance arrive, c'est comme si on venait nous livrer une pizza. Oui, tout le monde avait son petit rôle, mais c'est vrai. C'est ça, tout le monde a son rôle. Bon, l'ambulance s'en vient, on est habitué, il y a des codes, chacun fait. Exactement. C'est ça que vous avez établi, oui, on avait tu sais, c'est tellement régulier que l'ambulance venait à la maison. Des fois, c'est 3 fois par mois. Là. Fait que dans le fond, quand l'ambulance, on l'appelait, il y en a un qui sortait le chien, il y en a un qui préparait l'entrée pour dégager, pour que la civière passe. Il y en avait un qui occupait son petit frère dans la chambre pendant que papa était au téléphone avec l'ambulance, avec le 911. Puis que là, moi, j'étais au chevet de la petite. Puis là, je préparais la valise avec l'autre enfant. Fait qu'on avait tout notre petit... on était habitués dans ça. Mais d'arriver à ne serait-ce que de réussir ça, c'est un miracle. Parce que chacun a ses besoins, chacun a sa façon de réagir. Ça peut créer des chicanes, des crises, ça peut tout faire, là. Mais je dirais que tout le monde autour, même les premiers répondants, là, je me rappelle une fois où il y avait un premier répondant que c'était le coach de hockey de mon petit garçon qui était la sœur et le frère de Dylan. Puis il a pris le temps de s'asseoir avec lui sur le divan, puis de jaser avec lui pendant que sa petite sœur était en train d'avoir de l'oxygène, tout ça. Fait que, c'est comme tout un travail de société qui est autour de la personne malade. Ça prend un village, hein? Plus qu'un village. Pour tout dans la vie, ça prend... Oui, une province. C'est tellement beau d'entendre ça. Donc, à un moment donné, vous avez même carrément décidé de quitter votre emploi parce que vous étiez dans l'imprimerie... design graphique, hein, avant, là, c'était ça votre milieu. Ouais. Et là, vous avez décidé de quitter ce milieu-là pour prendre soin de votre fille et...
Oui, parce que toute la famille aussi. Dans le fond, je devenais la mère de famille, là, si on veut, là, du foyer, si tu veux. Parce que à quelque part, on sort de l'hospitalisation, on arrive à la maison avec tous les équipements, les médicaments administrés, tous les soins, les physiothérapies à aller, les orthos, les ergos, il y a tellement plein de choses. Si tu viens à l'évidence, tu ne peux pas retourner travailler quand il faut que tu fasses ça à temps plein. Là. Ça ne fonctionne pas. Puis le bébé est tout petit. Là. Elle avait 1 an. Là. Je ne pouvais pas retourner travailler. Puis on n'a pas le goût, je pense. Hein? Fait que, imaginez quand on a le privilège de pouvoir s'arrêter. Ouais. C'est quand même un privilège. Mais quand tu n'as pas le privilège, là, ça doit tellement être effrayant. Oui. Puis, elle ne pouvait pas fréquenter un service de garde, un CPE, même un service de garde familial parce qu'elle était trop malade. Elle était trop à risque de convulser si elle attrapait un petit microbe. Fait qu'on était mieux de la garder à la maison. Donc, c'était mieux pour tout le monde. Là. Ouais. Puis, bien ça vous a quand même amené ailleurs parce que, à travers ça, vous avez décidé aussi de vous battre au nom des enfants handicapés. Ça a été quoi, cette introduction-là, là? Bien, c'est à ce moment-là. Qui vous a amené vers la politique après, là? Oui, exact. C'est qu'à ce moment-là, quand je suis revenue à la maison puis que je me disais, je peux pas retourner travailler. C'est impensable. Donc là, je trouvais complètement injuste le fait que je dégage le système en m'occupant de ma fille à temps plein, de tous ses soins, puis qu'on n'ait pas un meilleur soutien financier du gouvernement. On s'est regroupés plusieurs mères ensemble, puis on a Parce formé... que, excusez-moi, mais ce que vous dites, je trouve ça intéressant, vous vous êtes regroupés. Donc, vous avez aussi, en voulant aller chercher de l'aide, vous avez aussi fait partie des groupes de parents d'enfants handicapés. Puis ça, je trouve que c'est important parce que on le dit souvent, tu sais, peu importe la situation, peu importe la maladie, il faut tendre la main vers d'autres qui le vivent comme nous pour mieux comprendre. Fait que ça, vous l'avez fait. Oui, on a monté ça comme une petite business. On s'est regroupés. On a fait un groupe Facebook. On a créé un logo. On a créé un site web. Puis là, on s'est dit où on attaque. Fait qu'on était dans plein de sphères médiatiques. Ça, où on attaque. Où on attaque. Puis on savait notre but. On voulait un soutien financier. C'était carrément ça parce que... Pour des mamans, des parents qui sont à la maison, qui quittent leur emploi pour... C'est ça. Assister leurs enfants. Parce que toutes les dépenses d'ambulance, médicaments, physio, ergo, ortho qui sont supplémentaires à ce que l'État offre ou les déplacements, il y a tellement de choses qui coûtaient. Moi, j'avais plus mon revenu. Puis là, en plus, on avait plus de dépenses familiales. Mon mari, avec son seul salaire, il suffisait plus là, pour tout s'occuper de la marmaille puis toute la famille. Ouais. Puis je trouvais ça complètement injuste. Moi, je m'en cache pas. Je trouvais ça vraiment injuste que je ne puisse pas retourner travailler puis que le gouvernement ne m'aide pas plus. Donc, vous cofondez Parents jusqu'au bout. C'est ça, hein, qui est né? Oui. Parfait. Et donc, pour obtenir... Et ça, je trouvais ça intéressant. L'idée aussi, c'est que vous étiez un peu indigné. Je pense que vous l'êtes toujours un petit peu, mais d'obtenir le même financement qu'une famille d'accueil. Mm-hmm. C'est quoi la différence? Vous, en tout cas, en développant ça, vous avez réussi à avoir un service à 1 000 $ par mois qui se donnait aux familles, c'est ça? C'est que si moi, je suis plus capable de m'occuper de mon enfant, une famille d'accueil pour s'en occuper avait 40 000 $ à peu près au bas mot là, par année pour s'en occuper. Alors que moi, je mets mon enfant, parce que je peux pas m'en occuper pour toutes sortes de raisons, dans une maison, un foyer d'accueil. Et eux vont recevoir 40 000 $ par année pour s'occuper de mon enfant, mais pas moi en étant mère, puis que je lâche ma job. Ils ne me donneront pas 40 000 à moi. Bien, c'est sûr que là, on a plein d'allocations familiales, puis tout ça. Là, on a des allocations familiales de famille qui compensent, puis tout ça, mais la différence était là. Donc là, on s'est dit, bon, on pousse là-dessus, on dénonce qu'il y a une injustice, là, parce que souvent, les personnes proches aidantes, les parents proches aidants, je pense que c'est là qu'on l'a démystifié beaucoup aussi. On n'en parlait pas tant des parents d'enfants handicapés. Ça fait depuis pas mal 4-5 ans là, qu'on en parle un peu plus là, de la proche aidance. En fait, oui, on reconnaît que c'est nos enfants, ça va toujours être nos enfants. D'abord et avant tout. Mais on reconnaît quand même qu'ils ont des soins importants puis qu'on est des proches aidants. Bien oui, c'est ça. Vous, le mot proche aidant, là, ou le rôle proche aidant, les mots proche aidant, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie là, depuis 11 ans avec votre fille. Bien, c'est précieux. Là. Je pense que chaque parent d'enfant handicapé pourra vous le dire. On passe pas assez de temps à cajoler nos enfants en tant que parents. On s'occupe tous des soins, puis ça l'occupe tellement de temps
on n'a plus beaucoup de temps là, de vraiment prendre ce temps-là pour nos enfants. De décrocher, juste de s'aimer, de rire, de jouer. Parce que vous dites, avec la situation de Dylan, ben il y a beaucoup d'équipements, mais là, elle est devenue grande, fait que l'équipement est encore plus grand, là. Oh oui, ça prend des gros. C'est des gros, c'est des objets, le fauteuil il est immense. Des grosses bottes de couches, des grosses... Ça. Oui, tout est grand, là, oui. On a un ascenseur à la maison, on a le siège de bain, on a tout ça, là. Tout est adapté, là. Puis aussi, on en parle, on en a parlé ici beaucoup depuis 3 saisons, Marilyn, mais l'économie pour le gouvernement... en lien avec l'approche aidante, c'est des milliards d'économies par année. Mm-hmm. Notre système de santé économise des milliards de dollars chaque année parce qu'il y a des proches aidants. Exact. Fait que ça, je veux dire, c'est extraordinaire. Puis ces proches aidants-là s'appauvrissent, il y en a qui font faillite. Puis on aide le gouvernement qui sauve des milliards. Fait qu'il y a, entre 0 et 1000, là, je veux dire, il y a un chemin entre les deux. C'est ça qu'on veut, là. Hein? C'est ce que vous cherchez à faire, en fait. C'est pour ça qu'on a développé la loi puis la politique, là, qu'on reparlera peut-être un peu plus tard. Bien, c'est ça, je m'en allais là, parce que là, dans le cadre de votre 2e mandat avec Sonia Bélanger à la CAQ, vous avez un plan d'action. On parle de 4 grands axes. On parle de 61 mesures. Vous me les nommerez probablement pas toutes les 61, mais pouvez-vous me résumer, c'est quoi ce projet-là que vous avez? Puis elle vous a mandaté, vous, spécialement, là, pour les enfants handicapés et leurs familles. Oui, c'est tout un exploit qu'au Québec, là, on est une des seules nations, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de pays là, à travers le monde qui ont des lois qui protègent les personnes proches aidantes. OK, c'est rare. C'est extrêmement rare. Là. Je pense qu'on est les 3e. Là. Je ne pourrais pas vous dire, là, mais on est vraiment, vraiment dans les chanceux au monde d'avoir une loi, dans le fond, qui fait que il n'y a plus aucun gouvernement qui va faire fi des personnes proches aidantes. Ça, c'est gagné, ça. Ça, c'est fait en 2020. C'est ça. Crois. Puis dans la loi, on a enchâssé une politique. La politique fait en sorte que tous les gouvernements qui vont se succéder n'auront pas le choix de faire une politique spécialement pour les personnes proches aidantes. Une politique, là, ça vient dire à tout le réseau où on s'en va pour les personnes proches aidantes. Vous, avec Sonia, là, vous êtes en train d'implanter ce projet-là, qui est déjà comme une loi, là, ici. Mais je veux dire, on ne va pas recommencer à chaque mandat, là. Je veux dire, ça va continuer. En fait, comment ça fonctionne, c'est que la loi est déjà faite, est enchâssée. Parfait, oui. Mais la politique, à chaque, je crois, c'est 5 ans qu'il faut la réviser. Donc, c'est à chaque gouvernement, chaque 5 ans, qu'il faut émettre des nouvelles priorités, des nouveaux axes. Révise pour aller mieux, vers toujours mieux. C'est ça, exactement, pour ne pas rester dans nos vieilles choses qui sont peut-être plus à date dans 5-10 ans. Puis on ne veut surtout pas reculer. Ouais. On regarde dans le monde en ce moment ce qui se passe, il y a des affaires qui nous font reculer quand même. Non, c'est ça, on ne veut pas reculer, c'est sûr. Donc là, Mme Bélanger m'a mandatée à veiller à ce que la politique qu'on a émise en 2022, toutes les 61 mesures, de veiller à ce qu'ils atterrissent sur le terrain. Okay. Parce que ça, c'est tout un autre chantier, là, à ce que nous, comme gouvernement, on émet des directives, on émet on donne de l'argent quelquefois dans certains programmes ou axes, mais il faut veiller à ce que ça soit vraiment... ça l'aide vraiment les personnes proches aidantes. OK. Si je vous ramène aux 4 axes, ça c'est facile, 4, le 61, c'est chargé, mais mettons les 4 axes, c'est quoi? Oui, bien, je vais même mieux résumer. Là. Je vous dirais là, que l'information, de sensibiliser les gens à se reconnaître comme personnes proches aidantes, et ça, l'appui le fait avec nous de main de maître. Parce que ça, c'est le plus grand problème. Ça, c'est super important pour les gens qui nous écoutent. Ouais. De se reconnaître comme proche aidant, ça va nous aider à avancer et avoir un meilleur soutien et donc de mieux aider notre personne qu'on veut aider. Exactement. Donc, se reconnaître. Oui, il y a beaucoup de personnes, surtout les couples, je crois, où il y a des gens qui aident leur conjoint, mais qui ne se reconnaissent pas comme personne proche aidante. Ben non, c'est mon mari, c'est mon mari. Mais si le mari a de la misère à se déplacer ou si le mari a de la misère à faire certaines choses, bien, sensiblement, vous devenez proche aidante si vous occupez, si vous faites des soins pour cette personne-là. C'est une chose de faire à manger ou à dîner, mais là, de prodiguer des soins de santé, soins d'hygiène, des déplacements, des courses, des absolument. Des courses. Donc, c'est que les personnes proches aidantes, premièrement, doivent se reconnaître. Donc là, on a des campagnes de sensibilisation qui font le travail pour vraiment que les gens se reconnaissent. Oui. Parce qu'ensuite,
Ça fait partie aussi de la politique. Les personnes peuvent aller chercher de l'aide. Quand on se reconnaît, on peut aller chercher de l'aide. Oui. Première Parce aide qu'on a droit à des choses. On a le droit à des choses. C'est ça. Oui. Si vous avez des questionnements, vous pouvez appeler des organismes comme l'Appui qui sont toujours disponibles. Oui, l'Appui est là pour ça. Mais sinon, ensuite, quand on se reconnaît comme personne proche aidante, une première étape, je crois, là, c'est d'aller au CLSC de sa région, là, au CIS, au CIUS de sa région, pour vraiment aller rencontrer un intervenant, un travailleur social qui nous explique dans notre région qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi les programmes qu'on pourrait avoir. Donc, en principe, là, un CIUS, un CLSC, là, va nous répondre, va pas nous dire vous n'êtes pas au bon endroit, je vous conseille d'aller. Non, si je vais là, c'est déjà ma première étape est là. Eux autres vont me guider, là. Bien, c'est ça. Ça prend une intervenante au CIS et au CIUS pour Parfait. vraiment qu'elle voit avec les besoins de toute la famille. Souvent, on ne parle pas beaucoup de la proche aidance d'enfants qui sont étudiants, qui s'occupent de leurs parents. Oui. Donc, là, l'intervenante va pouvoir trouver dans le réseau, dans la région, qu'est-ce qui est offert pour vous aider. Donc, de se reconnaître, d'aller chercher l'aide en conséquence. Tout le volet numérique aussi qui embarque là-dedans, parce que les organismes souvent ont besoin d'aide au niveau numérique là, pour leur répit ou pour tout organiser les services. Et puis, comment traiter les dossiers de façon électronique, tout ça aussi, ce volet-là. Exactement. Puis, en dernier, je vous dirais, là, c'est les services, là, augmenter les répits. Ça, c'est hyper important. Le répit. Puis je veux revenir à vous, parce que dans votre histoire à vous, vous dites, parce que Dylan, elle va à l'école. Oui. Hein, elle a 11 ans aujourd'hui, elle va à l'école quand même. Mais même dans les périodes où elle est à l'école, vous n'êtes pas en train de prendre un café puis de dire « Oh mon Dieu, on se donne un break » parce qu'il y a tellement à faire. Oui, exact. C'est sûr. Le répit, là, c'est pour nous, là, notre famille. Là, je vais parler de ma situation personnelle, là, mais je pense que je parle pour plusieurs familles aussi. Là, c'est la meilleure chose qu'on peut pas avoir autour de nous, du répit. Est-ce que vous vous en permettez des moments de répit? Mon Dieu, oui. OK, je dirais que j'en abuse même. Ah non, mais les organismes vont se reconnaître, mais oui. Oh mon Dieu, parce que... Ça veut dire quoi pour vous? Là? Ben oui, je m'en sers de... C'est quoi? Ça veut dire quoi des moments de répit pour vous? C'est quand on va porter notre fille en répit, la seconde où on sort de l'établissement là, de l'organisme, là, c'est un poids énorme. C'est 3 tonnes qui viennent débarquer en une seconde. Là, on revient à la maison, puis on a de l'énergie. Là. OK, bien, on regarde les autres enfants, puis OK, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Hey, on peut aller au dépanneur sans que ce soit compliqué, sans amener tout le fauteuil roulant, puis les médicaments d'urgence, puis tout ça. On peut aller au cinéma parce qu'on peut se coucher plus tard ce soir. Votre petite soeur n'est pas là. C'est la vie est complètement différente. Puis c'est là que tu vois à quel point c'est demandant. Là. Puis quand on est dans le train-train quotidien, on s'en aperçoit pas qu'on est épuisé, oui. on pédale. Puis quand on a du répit, c'est fait comme... Oh. Quand vous dites, là, quand on va la porter, là, c'est-tu comme pour la fin de semaine? Ça dépend des fois. 24 heures, on l'amène le matin, on va rechercher le lendemain après le souper, c'est ce genre de... Oui, on a des répits. Là, ça dépend des régions, là, l'offre qui est offerte. Mais chez nous, on a les Zéphyrs à Vaudreuil-Soulanges qui nous offrent du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Donc, on peut aller la porter puis elle est pour qu'elle fasse de dos. Ben elle, oui. Elle, il n'y a pas de problème pour elle. Là, puis il la stimule. Il la place pas juste d'un coin. Hein, il s'occupe d'elle, il la stimule. Oui. Sinon, on a le Phare Enfants-Famille ici à Montréal, qu'eux, mon Dieu, ils font de la zoothérapie, ils font plein d'affaires là-bas. Là, puis il y a des infirmières qui s'en occupent. On est super à l'aise d'aller la porter là-bas. Puis là, quand elle va au Phare, là, on peut plus se permettre d'aller faire peut-être des voyages ou d'aller se déplacer un petit peu plus loin, étant donné qu'il y a une équipe médicale là, qui est là à son chevet. Puis vous, Marilyn, là, vous en êtes arrivée parce que je vous écoute, puis là, je pense à des gens qui nous écoutent, puis je me dis, oh mon Dieu, la culpabilité de partir 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Au fil des ans, vous avez accepté que non, c'était nécessaire parce que pour bien aider, il faut s'aider soi-même. Puis s'aider soi-même, c'est de se donner du temps puis du répit puis une distance pour être mieux équipé puis mieux disposé, en fait. Hein? Oui, pour le couple, pour la fratrie, pour nous-mêmes même. Là. Moi, personnellement, là, quand je vais la porter en répit, là, ça me donne un boost. Là. Je rebondis complètement là, parce que j'ai comme puis c'est ce qui fait que votre fille n'a jamais été placée dans une résidence puis qu'elle va probablement toujours être avec vous aussi longtemps que la vie et la santé et tout ce qu'on veut
existe parce que vous avez ce répit-là, vous êtes entouré, vous êtes équipé, puis vous l'acceptez, ça. C'est nécessaire dans votre vie. Ah oui, c'est nécessaire. Ouais. Pour nous, c'est vraiment nécessaire. Puis surtout quand on vit d'autres choses à côté. C'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez vécu des grandes épreuves ces dernières années. Vous avez eu 2 décès dans votre famille en plus. Ouais, Là, c'était comme juste trop. Oui, on a perdu en décembre 2021 un garçon, un beau-fils, un de mes beaux-fils. Il avait 16 ans. Puis on a perdu un autre enfant, un autre de mes beaux-fils, là, dans le fond, le fils de mon conjoint, là, Mon en Dieu! novembre dernier. C'est pas juste un parent âgé qui décède. En plus, c'est des enfants, c'est vos enfants. Oui. Puis à ce moment-là, je vous dis, l'explosion que ça fait dans une famille, là, on était 5 enfants, on est rendu 3 enfants, dont Dylan. Si on n'avait pas eu le répit pour Dylan à ces moments-là précis où on vivait des choses vraiment extraordinaires, inimaginables, si on n'avait pas eu du répit, je pense pas... que vous auriez passé à travers, personne. Ah, vraiment pas, parce que de se gérer soi-même ses émotions pendant qu'il faut faire tout ça pour la petite, on n'aurait pas été capable, mais pas du tout. On n'était pas fonctionnel, on n'était pas capable de faire un souper, là. Fait que de faire des gavages puis des médicaments, ça aurait été impossible pour nous. Donc, la richesse d'avoir développé ce soutien-là au fil du temps, au fil des ans. Ouais. Puis évidemment, tu sais, depuis 3 saisons, on rencontre tellement de spécialistes, tellement de gens, mais le plus vite qu'on le fait, le mieux ça va aller. Oui, je dis souvent aux parents qui hésitent là, qu'il faut y aller par petites doses si on a peur, parce que, en fait, si jamais il nous arrive quelque chose comme nous aussi, là, si moi, demain matin, j'ai une maladie quelconque, puis je vais aller à l'hôpital hospitalisé, je n'aurai pas le choix d'avoir du répit là, pour ma petite. Fait qu'il faut habituer la maison de répit aussi à s'occuper de notre enfant puis à la connaître. Mais je parle aussi pour toutes les personnes proches aidantes. Il y a du répit aussi là, via... les maisons Gilles-Carle pour les personnes aussi aînées. C'est la belle Chloé Sainte-Marie, Ouais. notre chanteuse, actrice qu'on aime d'amour, qui a tout développé ça avec Gilles Carle dans le parallèle de sa vie et sa fin de vie aussi. C'est pour du répit aussi. Exactement. Puis plus la maison de répit connaît la personne aidée, mais plus on est en confiance. Ben oui. Puis s'il nous arrive quelque chose, on a une voie de secours qui Absolument. peut nous aider. Fait que c'est vraiment nécessaire. Il ne faut vraiment pas hésiter d'aller chercher du répit. Vraiment. Qu'est-ce qui vous inquiète, Marilyn, pour le futur quand vous pensez à tous les enfants handicapés, parce que vous êtes tellement proche de cette cause-là, mais si on ramène à la mère, la belle Dylan, est-ce que vous avez des fois des vents d'anxiété de qu'est-ce qui va venir, parce qu'on vieillit, puis il faut penser à ça maintenant, même si c'est juste dans 20 ans. Et qu'est-ce qui vous réjouit? C'était mes 2 questions. Qu'est-ce qui vous inquiète, qui vous fait peur, et qu'est-ce qui vous réjouit dans toute cette situation-là? C'est sûr que chaque parent d'enfant handicapé va dire qu'on a peur quand nous, on ne sera plus là. De laisser cette charge-là à nos autres enfants, ça, c'est une grande inquiétude. Encore là, il faut faire confiance à notre système, à tout ce qui est autour de notre système de santé au Québec. Là. Moi, je pense que si un jour je ne suis plus là puis que mon mari n'est plus là pour s'occuper de notre enfant, bien, j'ai bien confiance que les nouvelles maisons des aînés avec des pavillons alternatifs, tout le système est bien encadré pour pas qu'il y ait de maltraitance puis pour bien encadrer. Être en sécurité par rapport à nos enfants, avoir la tête tranquille, en fait. Oui. Puis ce qui me réjouit... mon Dieu. Bien, je pense que ma présence au gouvernement fait quand même une différence. Oui, parce que vous avez fait réagir quand vous êtes passé à Tout le monde en parle. C'est tout en 2016? 2016, oui. Ça a bougé. C'est M. Couillard qui était au pouvoir à ce moment-là. Oui, c'était M. Couillard, c'était M. Barrette qui était sur le plateau avec nous, avec moi et Geneviève. Vous aviez eu comme un petit... on s'est cogné les cornes un peu, hein? Ouais. Mais ça a fait réagir. 1 mois ou 2 après, ils ont sorti un programme ministériel pour les enfants. Le programme s'appelle le Supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, qui est géré par le ministère de la Famille. C'est long de même le titre, mais on le comprend. Oui, donc chaque enfant qui a une lourde condition au Québec, grâce à toutes nos revendications, a 1 100 $, je crois, par mois maintenant, indexé à chaque année. Comme donc, ça, là, si on ne le sait pas, là, on s'adresse à qui? Ah, mon Dieu! On va voir sur le site du gouvernement du Québec. C'est ça. C'est Retraite Québec qui gère ce programme-là. Retraite Québec qui gère ça. Parfait, exactement. C'est noté. 1 100 $, là, ça fait une différence, oui, ça. Oui, puis
Ça arrive direct dans le compte de banque comme une allocation familiale. Là. Oui. Fait que il n'y a pas de question là-dessus. OK. Donc, on en a un qui est palier 1 pour les enfants qui sont lourdement atteints. Puis là, nous, quand moi je suis arrivée au gouvernement, on a créé un deuxième palier pour les enfants un petit peu moins, je ne veux pas dire moins atteints, là, mais tu sais, qui ont une condition moins lourde, si on veut, qui est de 700 $ par mois. Donc, on a la prestation de base pour enfants handicapés qui est de 200 et quelques par mois. À cela, on ajoute 700 ou 1100. Donc, ça fait quand même des gros montants chaque année que les familles ont droit pour pallier justement au déplacement à l'hôpital, pour pallier à manque de salaire peut-être des parents, pour mais pallier littéralement, à tout souvent, ça il y en a un des autour, deux qui lâche son travail, là. Oui, ça dépend de la condition de l'enfant aussi, là. Marilyn, merci tellement, Marilyn Picard, parce que c'est rempli de... C'est rempli d'espoir. Le fait que vous êtes une maman qui le vivez aussi avec votre belle Dylan depuis 11 ans, ça donne tout un autre sens, puis ça donne toute une autre vérité. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on s'adresse ou que la personne qui s'adresse à nous, c'est vous, puis vous avez l'expérience de ça. Fait que vous savez comment ça se passe en dedans pour les familles. Et c'est précieux. Puis en tout cas, on va vous suivre de près, puis on va vous encourager du mieux qu'on peut à pousser ce gros navire-là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Puis bonne route à vous. Merci. Nous débutons ce 6e épisode avec la maman de Alphée qui a été diagnostiquée avec le syndrome Smith-Lemli-Opitz presque à la naissance. Laure Varidel, bienvenue. On te connaît, on se connaît. On a dit qu'on se tutoierait d'ailleurs. On te connaît depuis longtemps avec Équiterre. Tu es donc cofondatrice. Tu es aussi écosociologue, professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, co-auteur de Pacte pour la transition. On a fait cette grande marche-là. Et aussi instigatrice des Mères au front. Tu as écrit plusieurs livres. Mais aujourd'hui, on met tout ça de côté parce que c'est à la maman d'Alphée qu'on veut parler, puis nous parler de ton parcours. La belle Alphée a 18 ans aujourd'hui. Il y a aussi Fiston qui a 20 ans, lui. Oui. Colin. Oui. Exactement. Donc, quand j'ai lu toute cette histoire-là, c'est une maladie génétiquement donc rare, orpheline en fait, qui affecte le développement. Et tout ça a commencé dans le contexte de l'allaitement avec ta belle petite popoune. Mais c'est comme ça que je m'en suis rendu compte parce que la grossesse a été normale, l'accouchement normal, même le premier test de l'ACPAR était normal, mais on voyait qu'elle prenait pas le sein. Puis au début, tout de suite après la naissance, bon, c'est un peu le choc de la naissance. C'est une naissance donc normale. Puis après, ça venait pas. Donc j'ai accouché à la Maison des naissances Côte-des-Neiges avec une super belle équipe. Puis là, je sentais qu'il y avait de l'inquiétude dans l'air. Alphée était la deuxième. Je voyais bien que ça se passait pas comme ça s'était passé avec Colin. Parce que t'avais cette référence-là, hein, la évidemment. première fois. Puis là, ils m'ont vraiment encouragée à aller à l'hôpital général pour enfants pour aller faire des tests, s'assurer que tout était correct. Puis j'étais chanceuse parce que j'avais quand même beaucoup de lait. Fait que même au début, j'arrivais à juste, tu sais, même avec le colostrum, à lui en mettre un petit peu dans la bouche, même si elle n'avait pas la succion. Mais Tu dis d'ailleurs, c'est drôle, tu dis j'étais une vache à lait. Ah oui, tu peux remplir des litres et des litres par jour. Là. Oui, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est venu vite. Mais les premiers moments, j'étais tellement comme dans un sentiment où j'aurais souhaité que ce soit moi qui ai eu un problème. Tu sais, quand on m'envoyait à l'hôpital général pour enfants, c'était Alphée qui a été hospitalisée, qu'on testait de tous les côtés, puis que personne ne voyait rien, ne comprenait pas, que tout le monde se disait, bon, ça va, il faut surveiller l'allaitement, puis la prise de poids, puis ça va aller. Puis finalement, on a assez vite réalisé que malgré elle prenait quand même du poids, parce que là, je tirais mon lait, puis je lui donnais avec une seringue, puis un petit tube. Mais ça, souvent, c'est au début, les mamans aident comme ça, mais quand ça dure des semaines, là, on envoie en investigation ce qu'on a fait. D'abord, c'était comme de l'aide à l'allaitement, puis je me rappelle, c'était à l'hôpital juif de Montréal, puis c'était une conseillère d'allaitement, elle s'appelait Carole, qui était comme réputée partout, puis là, j'étais comme rentrée dans la petite salle pleine de coussins, puis elle avait plein de stagiaires autour d'elle, il y avait mon fils Colin, il y avait le papa d'Alphée, Hugo, qui était là. Puis ça, là, toutes les stagiaires, là, ça nous tente pas
tout le temps. Oui, non, c'est ça. Tu sais, t'es dans des moments de stress, d'inquiétude. Puis, tu sais, elle m'avait donné plein de conseils, mais elle voyait bien que dans le fond, tu sais, ce qu'elle me disait, c'est des choses que j'avais déjà essayées puis que ça n'avait pas marché. Puis, tu sais, donc, elle avait recommandé de poursuivre, de retourner à l'hôpital général pour enfants pour plus d'investigations. Mais on a été chanceux parce que le généticien, Dr. Mitchell, qui nous suivait, venait de lire un article sur le syndrome Smith-Lemli-Opitz et il venait de découvrir un moyen de faire l'analyse de l'ADN puis de le trouver par le sang, parce qu'avant ça, c'était juste avec des traits morphologiques très, très particuliers. Puis Alfie avait certains de ces traits morphologiques-là, mais pas autant que les cas, parce que elle s'est avérée avec le temps, on a su qu'elle était vraiment un cas léger, parce que les cas... il y a des cas beaucoup plus profonds. Oui, les cas profonds et des enfants qui meurent très jeunes parce qu'ils ont des graves malformations, ce qui n'était pas le cas d'Alfie. Il y a souvent des associations avec l'autisme profond, de la déficience intellectuelle profonde, mais c'est ça, je voulais aussi, très importants. C'est quoi les séquelles de ça pour Alfie ou qui peut s'avérer là, pour un enfant qui a ce syndrome-là? Bien, Alfie, c'est comme un cas léger, ce qui fait que malgré le fait, parce que c'est donc lié à l'absorption du cholestérol, puis souvent on parle des gens qui ont trop de cholestérol, mais de ne pas en avoir assez joue un rôle très important, parce que le cholestérol contribue à toute la construction du cerveau, la construction cérébrale, tout le système endocrinien aussi, donc ça touche tout le corps, ça touche la santé globale, mais notamment sur le plan cognitif et le système nerveux aussi, fait qu'elle fait en termes de motricité fine, en termes même de... Tu sais, quand elle va résister beaucoup plus à la douleur qu'une personne normale. Parce que, puis, après ça, c'était les retards d'apprentissage en termes de langage et tout. Donc, ça peut toucher à la déficience intellectuelle, l'autisme même, donc la motricité. Oui. C'est tout ça, c'est dans ce spectre-là là, des séquelles. Oui, puis c'est pas le cas d'Alfie, mais beaucoup d'enfants qui ont le syndrome Smith-Lemli-Opitz n'arriveront pas à contrôler leurs selles et leurs urines non plus, fait que ça implique d'être en couche toute la vie ou d'avoir en tout cas des systèmes de gestion alternatifs. Fait que ça, c'était... Fait que quand on a eu le diagnostic, là, tu reçois ça, tu dis, OK, quelle sera la vie d'Alfie? Puis même si, dans le fond, avant d'avoir le diagnostic, je m'en doutais bien qu'il y avait quelque chose, tu sais, qui à force de lire puis d'explorer partout. Puis ça aussi, c'est une lame à double tranchant quand tu te mets à tout lire sur Internet, puis ton bébé est petit, puis tu sais pas trop vraiment où t'es, qu'est-ce qu'il y en est. En tout cas, faut fait pas que trop se plonger là-dedans. C'est dangereux aussi. Hein. C'est ça, c'est où aller chercher l'information, aller chercher la bonne information. Puis, en tout cas, ça a été un défi, mais j'ai évidemment beaucoup appris dans tout ce processus-là. Les premiers mois ont été particulièrement stressant, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était le ciel qui nous tombait sur la tête. Tu avais déjà ton premier bébé, il y avait 2 ans. Oui. Colin, à ce moment-là, quand Alfie est arrivé, tu étais avec le papa aussi, vous le viviez comme famille, hein, évidemment. Là. Oui, dis-moi, Laure, parce que ça a représenté aussi plusieurs jours à l'hôpital. Oui. Puis pour toi, j'aime bien l'image de c'est comme courir un marathon de 42 km. La différence, c'est que tu sais pas, quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que tu vas arriver aux 42 km. Hein? Ça a été ça pour toi. Oui, ça a été ça pour moi. Puis c'était beaucoup de jours à l'hôpital, mais toujours comme une journée à la fois aussi. Puis les attentes, puis tous les inconnus, tout le stress, les fameuses prises de sang qui étaient innombrables. Puis elle avait des toutes petites veines, fait que chaque prise de sang, c'était comme un combat, puis je l'entendais hurler et tout. Puis... Mais je me rappelle, à un moment donné, j'étais à l'hôpital général pour enfants encore, puis j'attendais pour les fameuses prises de sang, puis j'avais Alfie dans mes bras, puis il y avait des illustrations du Petit Prince, puis il y en a une qui m'avait vraiment fait du bien à ce moment-là. Ouais, puis qui disait, c'est le temps que tu prends pour ta rose qui rend ta rose si importante. Puis cette phrase-là, jamais eu autant de sens que... Tu sais, à ce moment-là où tu vis tout ça, tu t'y attends pas. Puis comme maman, comme être humain, tu sais, t'es dans l'instant présent avec ton enfant, puis t'es à la recherche de solutions, puis t'espères que ça va se régler, puis que c'est juste
un mauvais passage, si on veut, que tout va redevenir normal. Fait que là, c'est tout le rapport aussi dans une situation comme ça à la normalité. C'est quoi être normal? Puis est-ce qu'il y a le rapport aussi à la culpabilité? Parce que t'es la maman, tu l'as porté dans ton ventre, tu lui as donné naissance à cet enfant-là. Est-ce que tu vivais ça aussi? Oui, beaucoup. Puis là, je me disais, OK, est-ce que j'ai pas toujours pris mes acides foliques? OK, ben j'ai mangé des fromages au lait cru. Est-ce que, tu sais, ça avait absolument aucun rapport, là, mais j'ai été stressée. J'aurais peut-être pas dû, tu sais, m'en mettre autant, me mettre autant de pression pendant que j'étais enceinte. Puis tout ça défile, puis oui, tu te sens coupable. Puis ça a été une des choses que... C'est drôle parce qu'après, j'ai eu des amis qui ont eu des enfants avec des besoins particuliers, puis tu sais, j'aurais juste partagé certaines leçons que j'avais tirées de ça, puis celle notamment de pas comparer. Parce qu'on est dans un monde... Beaucoup, en fait, oui. avec Alphée, hein? Ben oui, puis toi-même, tu comparais quand tu te retrouvais avec des amis qui avaient aussi des enfants. Ouais. Tu voyais l'évolution de leurs enfants comparativement à ta fille. Puis ça, c'était une source de souffrance. Tu Profonde. sais, puis là, je l'ai comme appris avec Alphée, puis c'est une leçon pour la vie aussi, tu sais, complètement. Puis tu sais, quand ça t'arrive, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Puis finalement... Mais en fait, c'est le début d'un nouveau monde. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Ben oui, mais il faut faire le parcours, parce que quand tu es dedans, c'est ça, tu as l'impression que tout tu sais, le monde autour de toi, c'est fort. Mais non, c'est comme tu arrives dans quelque chose de nouveau. Puis cette aventure-là, elle est difficile, mais c'est une des plus belles aventures que j'ai vécues puis que je vis encore. Mais ça me fascine tout le temps quand les gens, comme des gens, ils vont parler d'un cancer puis ils vont dire « c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie » ou... Puis je me dis, comment on peut dire ça? Parce qu'après, on réalise ce que ça nous a apporté, mais il reste que pendant qu'on est dedans, c'est complètement insupportable aussi, hein? C'est dur, c'est exigeant. Tu sais, même encore maintenant, il y a des moments où je suis essoufflée, où je me questionne. Puis là, c'est dans le cas d'un syndrome comme Alphée, elle a la même espérance de vie qu'une personne qui n'a pas de syndrome. Fait que ça veut dire que je vais mourir avant elle. Donc là, c'est ce stress-là de dire, OK, ben qu'est-ce qui va arriver à Alphée quand moi, je serai plus là? C'est des grosses questions. Fait que c'est de la préparation, c'est de l'organisation, de la planification. Donc, ça veut dire que déjà, et peut-être depuis longtemps, parce que là, Alphée, elle a 18 ans, c'est quelque chose auquel tu t'es mis à penser très tôt, très rapidement dans ton rôle de maman, là. Oui, absolument. C'est d'être maman pour toujours. On est maman pour toujours de toute façon, là, mais je veux dire d'être maman au sens de prendre soin dans le quotidien, veiller à la santé, à la sécurité, à être responsable de la vie d'Alphée. Parce que quand nos enfants sont grands, ben on se dit, ben là, il va faire tel choix ou tel choix. Comme ton fils est en appartement. Oui. Hein, maintenant, il y a 20 ans, Colin, il étudie tout ça. Mais pas avec Alphée. Alphée, elle va toujours avoir besoin d'assistance. Oui, toujours besoin qu'il y ait un adulte, une autre personne responsable pour s'assurer que tout va bien, mais elle gagne beaucoup en autonomie. Puis sincèrement, tu sais, quand je regarde mes anticipations du début, quand j'ai eu le diagnostic, puis à imaginer, je veux dire, Alphée, elle court partout, puis surtout, c'est un rayon de soleil hallucinant. C'est drôle quand Colin parlait avec votre chercheuse avant ça, puis j'ai été surprise d'entendre à la question, tu sais, décris-moi Alphée, puis Colin qui a dit « Alphée, c'est la personne la plus heureuse que je connaisse. » Tu sais, c'est quand même... Puis qu'est-ce qu'on souhaite le plus pour nos enfants? C'est qu'ils soient heureux. Puis c'est vrai qu'Alphée, elle rayonne de bonheur, puis elle a tellement une belle confiance en elle, puis tellement elle est vraiment empowered, puis elle est... Puis ça, c'est beaucoup grâce à son frère. Son frère a vraiment contribué à je pense à ce qu'elle ait le goût d'être avec nous aussi. Puis quand on lisait donc le diagnostic, le risque de prévalence d'autisme, par exemple, c'était une de mes inquiétudes. Puis la première fois que j'ai vu Alphée être présente avec nous, établir un contact visuel, faire un sourire, c'était avec son grand frère, là. Est-ce que Colin a souffert de ça, lui, depuis
sa petite enfance, là, quand sa petite sœur est arrivée, là, est-ce qu'il y a eu, même il y avait 2 ans, 3 ans, et tout au long de ces années-là, est-ce qu'il y a eu des moments où Colin en a souffert de ça puis qu'il a pu l'exprimer, et ainsi de suite? Mais je pense que ça a été difficile pour lui à différents moments, le fait que toute l'attention était tournée vers sa sœur. Mais le moment qui a été le plus difficile, je pense, ça a été après la sortie du film Alphée des étoiles que son papa avait fait sur sa sœur, qui est un magnifique film OK, qui je je pense, a contribué aussi à la confiance qu'elle fait en elle et tout, mais Colin est très peu présent dans le film. Puis après le film, il disait, tout le monde vous reconnaît dans la rue, mais moi, je suis je sais pas quelle expression il dit, tout petit, là, mais moi, tu sais, comme il y a personne qui s'intéresse à moi, là. Pauvre trésor. Puis, je veux dire, il était tout petit, puis c'est normal, surtout dans notre société où il y a tellement tellement d'importance qui est accordée à ce genre à se faire voir, hein, à être vu. Oui! Maintenant, quand on lui en parle, il voit ça comme vraiment tu sais, il a beaucoup appris avec sa sœur. Ben il adore sa petite sœur. Vous avez fait une grande différence aussi, Laure, quand même. Je pense que vous semblez des gens très à l'écoute, puis il y avait votre présence qui était là aussi, mais ça demandait une autre sorte de présence, évidemment. Aujourd'hui, on le disait tantôt, Colin est en appartement à cause de ses études, mais que c'est un plus, ça, dans leur vie, cette distance-là entre eux. Lui avait besoin de ça, puis certainement aussi sa sœur. Oui, C'est non, je pense devenu que ça un va plus. bien. Mais ils sont toujours super contents. Tu sais, Colin, il revient beaucoup à la maison, puis on se voit beaucoup, mais Alphée est encore des fois un peu intense avec lui, puis ben maintenant, il est grand, fait qu'il il prend plus... Il prend plus personnel, là. Non, c'est ça a changé. Laure, si Alphée rentrait ici, c'était ici avec nous, là, elle a l'air de quoi, Alphée? Est-ce qu'elle est dans un fauteuil? Est-ce qu'elle marche? Elle a l'air de quoi physiquement? Alphée, elle marche. Elle est pas très grande, même un petit peu plus petite que moi. Elle serait gênée si elle rentrait ici. Elle aime pas trop être avec... Mais dans un lieu qu'elle connaît pas, avec du monde qu'elle connaît pas. C'est ça. Fait que ça, pour elle, c'est important. Elle adore être dans la nature. Ça, c'est son plus grand bonheur. Mais est-ce qu'elle parle? Oui, elle parle. Oui, OK. Oui, elle parle. Tout le monde la comprend pas toujours tout de suite. Mais je dirais quand même, c'est ça. Déjà, il faut que Alphée ait le goût de parler. Ça, c'est la première étape. Mais une fois qu'elle se met à parler, elle a plein de choses à dire. Elle a des passions incroyables. En ce moment, c'est certains musiciens qu'elle imagine vraiment comme s'ils étaient là. Fait qu'Alphée, elle a une capacité à créer de la joie autour d'elle, puis se créer un monde qui est le monde qu'elle souhaite. Puis ça, je pense que ça contribue à son bonheur, puis à sa résilience aussi. Puis est-ce qu'elle va à l'école? Oui, elle va à l'école. Elle est dans une classe... spécialisée, c'est une école régulière avec des jeunes. Puis dans sa classe, il y a des enfants qui ont des défis plus grands qu'elle. Puis ça lui a beaucoup apporté à Alphée parce que dans les autres classes où elle était plus avec des enfants qui avaient moins de défis qu'elle. Fait que souvent, elle sentait que c'était toujours les autres qui venaient comme l'aider. Mais là, elle est dans une dynamique où c'est elle qui aide les autres. Puis on voit qu'elle aime ça. Elle me parle des autres enfants, puis du rôle qu'elle joue. J'ai aidé telle personne aujourd'hui. J'ai fait... Ben oui, c'est sûr. Hein? Si on recule en arrière, Laure, il y a quand même eu, dans les débuts, là, ton choc face au corps médical aussi. Oui. Ça, pour toi, ça a été... Pour vous, là, je précise, ça a été difficile pour vous. Oui. Parce que leur job, c'est de trouver ce qui marche pas. Exact. C'est vrai que c'est leur travail, hein, comprendre ce qui fonctionne pas. Et ça, pour toi, ça t'a heurté beaucoup, hein? Oui, énormément. Ben, j'essaie de garder un regard positif sur Alphée, même si je voyais les courbes aussi. Puis justement, quand je la comparais, ce que j'aurais pas dû faire, j'arrivais à l'hôpital, c'était toujours « OK, ça va pas, ça va pas, ça va pas. » Puis c'était... Fait que mon regard sur Alphée, qui est si important... Toi, t'avais plein d'affaires positives à dire. Ouais. Puis eux autres faisaient juste comme défaire ça à quelque part.
Puis ça venait vraiment m'écraser. Puis je sais que c'est leur métier. Ouais. Puis moi, je veux juste en profiter pour saluer toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical avec les personnes qui ont des besoins particuliers dans les écoles C'est aussi. immense, Ils donnent tellement. Puis en ce moment, le système les reconnaît pas. Il y a un manque de valorisation. Alors que pour moi, là, il y a beaucoup d'héros puis d'héroïnes Énorme. là-dedans qui mettent beaucoup de cœur. Puis moi, j'espère qu'un jour, on va reconnaître ça parce que c'est plus qu'un service essentiel. Puis en tout cas, bref, Oui. ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que je souhaiterais dans le système, dans cette attention-là, qu'on essaie de mettre davantage en lumière dans le système de santé. Oui, il faut être conscient de tout ce qu'il y a à améliorer, mais il faut aussi voir ce qui va bien, parce que c'est en cultivant, en nourrissant les forces, selon moi, des personnes qui sont différentes, qui ont des parcours, qui ont des chemins différents, que Il y a là, beaucoup de parents qui disent ça. Ouais. Reconnaître le bon, les succès, ce qu'on réussit à faire, les buts qu'on se donne, les objectifs qu'on réussit à atteindre aussi. Hein. Avec ce que Alphée a vécu et vit, ce syndrome-là, ben voici... Oui, il y a des étiquettes, ça tombe dans des catégories, mais je pense qu'en même temps, c'est normal. Mais ça prend des gens comme toi, comme moi, pour faire, oui, il y a ça, là, mais ça fait que c'est des personnes exceptionnelles aussi. Mais tu sais, dans déficience intellectuelle, il y a le mot déficience. C'est comme si, alors que oui, Alphée a des défis cognitifs, c'est bien évident, mais elle est tellement plus que ça. Puis moi, mon problème, c'est que quand on met des étiquettes comme ça, c'est comme si là, c'était plus la personne, c'était l'étiquette. Puis je veux dire, d'un point de vue, tu sais, je dirais, tu sais, de l'émotionnel, de l'imaginaire, Alphée est comme supérieur à plein d'autres gens, mais de dire, c'est comme c'est encore là l'idée de comparer, de juger, puis tu sais, c'est peut-être ça que Alphée m'a apporté de plus important, c'est-à-dire d'arrêter de juger en général. On est tellement dans une société qui juge, qui évalue, qui étiquette, qui met dans des boîtes ici et là. Puis moi, je pense que de manière générale, on serait dans un monde où les gens seraient beaucoup plus heureux si on laissait faire toutes ces étiquettes-là qui souvent poussent à niveler par le bas. Oui, bien en fait, à une vision de... Moi, je pense que ça pousse à des problèmes de santé mentale parce qu'on se met de la pression pour être ceci, pour être cela. Puis après ça, les parents, leurs enfants, c'est comme qu'ils veulent se réaliser à travers leurs enfants ou autre. Mais est-ce qu'on peut juste accepter que, dans le fond, on est tous handicapés à notre manière, puis on est tous déficients intellectuels à notre manière? Moi, mettez-moi avec un docteur en physique quantique, là, je veux dire, je vais rien comprendre à ce qu'il me dit, mais j'ai d'autres forces, il y a d'autres choses que je comprends. Tout dépend dans quel milieu c'est des limitations. À partir du moment où il y a une étiquette, ça crée des limitations. Alors que chacun a ses forces, chacun a ses capacités. Peu importe notre réalité de vie, dans chaque difficulté ou différence, il y a des grandes forces, il y a des grandes capacités aussi. C'est que je pense que ces étiquettes-là finissent par être des prisons pour les gens qui les portent. Tu parlais tout à l'heure, Laure, de après, de comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu trouves comme solution? Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Parce que tu es dans ces recherches-là continuellement. En fait, tu es aussi toujours préoccupée. Tu as comme une vigilance qui doit toujours être là parce que ta fille a des besoins. Ça doit être épuisant. Oui, ben c'est sûr que ça prend du jus. Mon mari, Bruce Johnston, avec lui, on est en train de démarrer un projet d'économie sociale, en fait, qui va être un milieu de vie et un milieu de travail pour des personnes neuroatypiques. On a acheté une grande terre à Fredericksburg, dans les cantons de l'Est, une grande terre où il y a beaucoup de forêts biodiversifiées qu'on va mettre sous conservation. On va faire des jardins bio. Et puis aussi, cultiver la forêt de manière écologique, là où il y a des monocultures de on va pins changer rouges. Ça un peu, C'est ça, puis on va essayer de valoriser tout ça. Puis Alphée, depuis qu'elle est toute petite,
qu'elle dit qu'elle veut être fermière. Alors, on va lui permettre à elle puis à d'autres personnes qui ont envie de vivre proche de la nature puis de se connecter à la nature, parce qu'on sait que la nature fait du bien à tout le monde. Hein? Tout le monde. Qu'on ait des défis ou pas, de pouvoir faire des bains de forêt, de Du pouvoir... verre, là, on en a besoin dans nos yeux. Oui, de On en a pouvoir beaucoup jardiner, de pouvoir se mettre les mains dans la terre. Puis, tu sais, ce sera vraiment un lieu, pas juste pour des personnes qui ont l'étiquette déficience intellectuelle, que j'aime pas, mais pour des gens qui peuvent, je sais pas moi, à un moment donné, besoin d'avoir plus de lenteur parce qu'ils vivent un épisode dépressif ou parce qu'ils ont eu un ACV, puis là, la vie va trop vite autour d'eux. Mais l'idée, c'est de vraiment créer un espace où on va créer des liens entre les humains puis avec la nature. C'est vraiment l'esprit du projet qui est en développement. Puis quand on regarde Alphée, je veux dire, elle va bien et de plus en plus, elle devient de plus en plus autonome aussi. Je lisais que dans la recherche, qu'elle peut passer plusieurs heures maintenant par jour seule. Oui. Donc, elle aussi, ça la rend heureuse, puis elle s'en va comme ça, là, je veux dire. Fait que pour elle, déjà d'avoir son appartement éventuellement dans un lieu comme celui-là, c'est rempli d'espoir pour tout le monde, en fait. Oui, hein? vraiment, vraiment. Puis d'épanouissement, puis d'empowerment, en fait. Mais je pense que l'idée de créer un espace sans jugement, il va être bénéfique pour tout le monde de toute façon, pour s'enlever de la pression, puis c'est ça, créer du lien, créer du bien. Je pense que ça va ensemble. C'est formidable. Laure, merci tellement de ton passage. Ça a été bien touchant. Puis oui, ça nous informe, ça nous inspire aussi énormément. Alors, je te souhaite bonne route avec ta belle Alphée, puis Colin aussi, puis dans ta vie, puis du bonheur, puis des belles affaires. Tu as toujours des beaux projets, de toute façon, on se suit depuis tellement longtemps. Là. Merci beaucoup. Merci à toi, Marina, de faire ça. C'est important pour nous tous. Vraiment, mais hein, on aime tellement faire ce qu'on fait. Là. C'est précieux. Merci. Merci. C'est déjà tout pour ce 6e épisode. Merci à mes invités d'aujourd'hui, Jean-Nicolas Véraud, Marilyn Picard, Laure Varidel, de nous avoir, hein, on est chanceux, ouvert les tiroirs très intimes de vos vies avec autant d'authenticité et de sincérité. J'aime toujours vous rappeler que si à l'écoute de ces témoignages-là, aujourd'hui, vous vous reconnaissez, vous avez besoin d'aide, des outils, de l'écoute, je pense que c'est une des choses les plus importantes, contactez Info Aidant au 1-855-852-7784. Allez faire un tour sur le site de l'appui.org aussi. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des conseils qui vous attendent et ça souligne et ça met en relief tous les services qui existent au Québec pour les proches aidants. Le but, évidemment, c'est de briser le silence et le sentiment de solitude et d'isolement que peut vivre souvent un parent ou un proche aidant. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Marina qui vous dit prenez soin de vous et à très bientôt.